gumelu kezuki la he, ela gumelu keranga kweya he. Itala simala la faya uzala inga sala mamu simala minulwe. Yagariano leze kwande sana waze chimanino. Ela gumelu kezuki la. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une sortie avec une classe de collège de Passamenti pour leur permettre de connaître leur milieu, de comprendre pourquoi ce milieu est essentiel pour nous et pourquoi il faut qu'on le préserve. L'association est constituée d'une trentaine de membres essentiellement bénévoles. Nous travaillons sur la prévention des nuisances environnementales, sur la sensibilisation à la préservation de l'environnement, surtout sur la problématique liée aux déchets et les problématiques liées au milieu naturel. L'intérêt, c'est que ces élèves-là soient les futurs ambassadeurs de notre île, parce que c'est une île qui, on le sait, très fragile. Ils pourront transmettre et on transmet, on permet de protéger. Si on détruit la forêt, c'est aussi les ressources en eau qui disparaissent. Chacun de nous doit être sensible à ce qui se passe et sensibiliser les autres aussi. Parce que soit on est inconscient, soit on est ignorant. Et si on est ignorant, on ne sait pas. Et si on ne sait pas, on fait des bêtises. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est actif sur le territoire pour sensibiliser à la problématique du braconnage des tortues à Mayotte. Entre 2008 et 2013, on avait un outil très intéressant, c'est notre bateau de la tortue. Le but de ce bateau, c'est d'accueillir des élèves et aussi des adultes pour observer les tortues dans leur milieu naturel. Donc c'est un outil qui est intéressant dans le sens où beaucoup de gens ne savent pas nager. Ça permet vraiment d'observer des tortues qui sont en alimentation ici dans la Vazar des Badamés. On emmène aussi les enfants sur le terrain, par exemple sur la plage de Moya, pour leur faire découvrir les différents habitats des tortues. On peut, en collaboration avec d'autres organismes aussi, organiser des sorties de dissuasion sur les plages de Grande Terre. On essaye avec différentes associations comme le Japomaï et Ecomer de proposer des kits pédagogiques, de faire des interventions communes un peu plus diversifiées dans le milieu de l'environnement marin. Ça va être des activités assez diverses, du théorique, mais aussi énormément de jeux pour découvrir les tortues. On va beaucoup travailler avec le quartier de la Vigie et le but serait de sensibiliser 150 élèves à l'environnement, aux tortues et aussi aux déchets. Le vice-rectorat est un des acteurs de la plateforme EDD Mayotte. Il s'implique selon deux axes. D'une part, il participe à la formation des acteurs de cette plateforme et puis également il participe à la production d'outils pédagogiques. Donc l'éducation au développement durable, c'est une des missions de l'école qui s'appuie sur le croisement de différentes disciplines. En ce sens, le vice-rectorat a signé des conventions avec des partenaires institutionnels, l'ARS, le parc marin, les naturalistes, des associations également. Ces conventions permettent aux enseignants de participer aux différents appels à projets. De nombreuses actions sont impulsées au niveau académique dans les différents établissements scolaires. En ce qui concerne la thématique biodiversité, cette année, c'est 53 établissements qui participent à l'appel à projets du parc marin. Les enseignants nous proposent des projets pédagogiques sur l'ensemble de l'année scolaire et le parc accompagne ce projet, que ce soit financièrement ou en moyens humains. On arrive aujourd'hui à toucher 2400 enfants à peu près et proposer 185 rotations sur le lagon avec les opérateurs nautiques. On propose également des baptêmes en plongée sous-marine pour que les enfants aillent voir directement sous l'eau. On a également réalisé un cahier éducatif, cahier du petit Fundi, destiné aux plus petits, avec des jeux, des coloriages sur la même thématique de préservation de tout l'environnement marin. Et on organise chaque année une petite journée thématique sur la mer qu'on a intitulée « Première bulle au pays du corail ». On propose des petits ateliers sur la mangrove, la ponte de tortue, le tri des déchets. Et donc chaque année, une centaine d'enfants peut bénéficier de la journée. Donc le parc intervient également dans la formation pour adultes à l'école d'apprentissage maritime. On fait un module environnement sur le premier diplôme de commandant à la petite pêche. Le gros travail qu'on a initié depuis le début de l'année, c'est la sensibilisation des pêcheurs. Les agents sont sur le lagon 3 à 4 fois par semaine. Après leur avoir expliqué où ils ont le droit de pêcher, les conditions de pêche, on leur distribue la plaquette pour qu'ils puissent la diffuser au sein du village ou de leurs collègues.
Lorsqu'on constate que la réglementation n'est toujours pas respectée et appliquée, on fait de véritables procédures sur le code rural et de la pêche maritime. Le parc naturel ne pourra jamais fonctionner sans l'adhésion de l'ensemble de la population. Il faut une prise de conscience globale de la nécessité de préserver cet environnement marin. Et sans cette prise de conscience, on ne pourra pas fonctionner. Et c'est pour ça que, pour nous, une des actions prioritaires est vraiment l'éducation à l'environnement, pour que les plus jeunes prennent conscience de la nécessité de préserver cet environnement marin. Megaptera a été créée pour sensibiliser sur les baleines à bosse via de l'écolo-volontariat. Elle est également sur un autre projet qui est celui des ambassadeurs pour la protection du grand dauphin. Les ambassadeurs font des photos identification de façon à répertorier les individus et faire un catalogue de cette population-là. Le but étant d'avoir une idée du nombre d'individus peut-être chaque année, voir également l'impact de notre présence sur ces mammifères. Nous avons collecté beaucoup d'informations et on a répertorié un petit peu tout ça dans un guide. Ça serait important aujourd'hui, avec la formation du permis, d'avoir une vraie formation pour apprendre à approcher les mammifères. La sensibilisation sur un bateau dans le cadre d'une sortie, elle est plus efficace que n'importe quelle conférence ou sensibilisation à terre. On est une petite association, on part de très loin, on n'est pas encore arrivé. On a des projets d'aménagement de ce site, que ce soit dans la mangrove, que ce soit au bord de la rivière, où il y avait une végétation magnifique là. Et là maintenant, aujourd'hui, vous voyez, il ne reste que le désert. Donc, il serait temps de faire régénérer ces espèces-là pour que la future génération puisse voir la beauté qui existait dans cet endroit. L'insertion, ça fait partie du mot-clé de notre association. La nature nous a donné tout. Il y a toutes sortes de métiers dans l'environnement. On peut les amener à être des jardiniers, des fleuristes, des pépiniéristes. On a fait une campagne énorme avec la mission locale pour sensibiliser tous les jeunes. Le plan supérieur, c'est de pouvoir les mettre dans des formations. Par la suite, qu'on puisse les utiliser dans nos projets. Mais c'est là où il y a le blocage. Donc ils nous ont octroyé des subventions. On a déposé un dossier de demande en rapport avec l'emploi jeune. Eh bien, on nous fait tourner en rond, ça fait déjà 1 an. Même la population, ils nous disent qu'on voit tout le temps des actions qui se mettent en place, mais on ne voit pas l'intérêt de ces actions-là. En fait, on leur explique que ce que l'on fait aujourd'hui, en fait, il sera bénéfique demain, mais on ne le verra pas aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je vois une évolution entre 1945 et 2008. La mangrove diminuait entre 1,25 mètres. Si on fait aussi un inventaire entre 2011 jusqu'à 2015, je pense que là, on a atteint les 5 mètres ou 6 mètres. Il faudrait revoir les méthodes que nous, on utilise par rapport à la mangrove. Parce que si on continue là... Aujourd'hui, le but de cette journée, ça a été vraiment de regrouper différents acteurs pour organiser une opération de ramassage des déchets. Ça fait partie de l'une de nos missions à la fois de protection, mais aussi de sensibilisation, d'éducation de la population à l'environnement, puisqu'on a 45 bénévoles avec nous aujourd'hui sur un petit îlot de 82 hectares. Sur ces 6 plages, on a plusieurs équipes qui sont réparties pour ramasser tous les déchets qui malheureusement arrivent encore trop fréquemment par la mer. Et donc le but, c'est d'une part de sensibiliser les participants au ramassage, au fait de ne pas polluer, mais aussi au tri. On sélectionne ce qui va pouvoir être recyclé, ce qui ne l'est pas, etc. Les Brigades Vertes, c'est une association que nous avons créée au collège pour protéger l'environnement de notre collège. En fin de compte, si on ramasse aujourd'hui, mais ça va être la même chose parce que là-bas, sur le Grand Terre, il y a des gens encore qui jettent leurs déchets par terre. Et ça va encore amener les déchets ici et ça va être la même chose. Dans le cadre de l'UNSS et des compétitions sportives, des élèves ont pour mission de sensibiliser leurs camarades aux problématiques environnementales. Il s'agit de brigades vertes qui permettent la mise en place de jeux au cours des compétitions sportives qui font en sorte qu'à la fin de l'événement, le lieu soit plus propre que ce qu'ils ont trouvé au départ. Et maintenant, donc,
une action de nettoyage en collaboration avec la Croix-Rouge qui est l'initiateur de ce projet Red Touch. On a une équipe de sensibilisation qui est actuellement sur Pungu et qui nous va proposer aux enfants et aux grands des ateliers et faire comprendre en fait le but vraiment de cette journée. On a vu avec les animateurs de Pungu la mise en place d'animations sur les différents sites. C'est un travail qui doit être fait en continu et le but c'est vraiment de rassembler les informations en termes d'environnement. À Magicabo, tout le monde est motivé, les enfants, les vieux, que ce soit les pêcheurs ou non. Le lagon, c'est notre richesse à Mayotte. C'est le plus beau lagon du monde. Donc on veut que ça soit encore plus beau. On est concerné, on est obligé de le faire. Voilà. C'est une association qui débute avec 0 €, mais on le fait quand même bénévolement pour que notre fond de mer soit propre. L'objectif aujourd'hui de nettoyer notre village est sensibiliser par rapport à la propreté. Parce qu'avant, on n'avait pas tous ces sachets, on n'avait pas tous ces canettes. On vivait spécialement que des produits locaux, les bananes, les poissons. Maintenant, on est amené d'ailleurs à acheter, à consommer beaucoup tout ce qui est conserve. D'ailleurs, ça nous pollue et ça nous amène beaucoup de maladies aussi. Parce qu'on a maintenant les maladies qu'avant c'était très rare, on a le diabète, on a pas mal de choses. On espère que notre message va passer et que les gens vont prendre conscience que c'est important pour la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on a apporté tout ce qui est soutien matériel et soutien humain. On travaille avec des prestataires pour former nos adhérents, pour qu'eux, ils puissent relayer l'information auprès de leur population, mais aussi sensibiliser la population en menant des actions de terrain, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Les associations à Mayotte, ils dorment beaucoup parce qu'ils se plaignent beaucoup qu'il n'y a pas de structure qui les soutiennent dans leur démarche. On essaye donc d'aller vers eux, dans les villages, de les accompagner, de travailler avec eux, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Au niveau de l'éducation à l'environnement, les communes ne prennent pas leurs responsabilités parce que les associations ne peuvent pas toujours nettoyer pour nettoyer. Ça n'aboutit à rien en fait. Donc il faudrait aussi que les mairies se réveillent un peu et si aujourd'hui on nettoie, il faudrait qu'il y ait un suivi derrière. La commune doit mettre les moyens à disposition, créer les emplois qu'il faut, on néglige la répression. Et pourtant, il y a l'État qui peut mettre en place tout ce qui est répression. Il y a la police de l'eau à la DEAL. Sachant qu'on prend l'exemple des cours d'eau, il y a la population qui se douche, qui lave leur linge. Je comprends que la commune ne met pas les moyens à disposition, mais on ne peut pas non plus permettre que les gens se permettent de polluer l'environnement. Je suis professeur des écoles, mise à disposition pour l'association de naturalistes et j'interviens donc régulièrement en milieu scolaire pour faire de la sensibilisation à l'environnement. On a un catalogue d'animation assez large, à peu près sur tous les thèmes. Le lagon, l'eau, les rivières, la mangrove, le corail, les pazzas, la déforestation. Depuis 8 ans que je fais ça, j'ai vu clairement une évolution, notamment au niveau de la maîtrise du discours institutionnel. Par rapport à il y a quelques années où il y avait beaucoup de lacunes. Maintenant, on dirait que la sensibilisation fonctionne mieux. Je travaille plutôt en autonomie en fait, avec les outils que j'ai créés. Au niveau des naturalistes, on voit plus de 10 000 élèves par an. Il y a 80 000 élèves scolarisés. Donc, il faut d'autres structures, il faut d'autres interventions. Il faut des moyens humains déjà. Quand j'interviens en classe, c'est souvent à l'aide de diaporamas. Après, d'autres outils, mais qui sont plus coûteux. Par exemple, sur l'érosion, avec la maquette du bassin versant. C'est un discours qu'ils connaissent, mais après, dans leur quotidien, c'est pas forcément un discours appliqué. Ça peut m'arriver après une animation de déchets de voir les enfants à la sortie de l'école qui jettent leurs déchets dans la rue. Les parents, eux, sont peut-être pas forcément sensibilisés et qu'ils se disent de toute façon, même si c'est pas moi qui le fais, il y en a d'autres qui vont le faire. Une clé du succès du dispositif, c'est vraiment sensibiliser la population. Et donc pour ce faire, nous travaillons avec 4 associations de Mayotte, donc les femmes leaders, la FMAE, les CMEA et les naturalistes, qui ont pour mission de coordonner des actions de sensibilisation dans l'ensemble des communes de Mayotte. Il y a un axe majeur qui est la communication de proximité avec ces actions que l'on fait au niveau de la population pour vraiment ancrer le geste de tri dans chaque foyer mahorais. On constate au niveau de l'impact sur les performances de tri, lorsque les élus et les techniciens intègrent les actions de sensibilisation avec la population et les associations locales, on a plus d'impact.
Un des principes phares d'éco-emballage en termes de sensibilisation, c'est vraiment de s'adapter, de s'intégrer au mode de vie local et de pouvoir inscrire le geste de tri dans la vie quotidienne de chaque Mahorais. On a des campagnes spécifiques en termes de mise en place technique. On a mis des trios sur les lieux de rassemblement public. Donc l'équipe municipale est sensibilisée. Techniquement, on leur met à disposition des sacs translucides par exemple et on se charge du traitement. On est tous conscients qu'il faut trier, que notre île est sale, qu'il faut la préserver, mais de là à passer à l'acte du geste de tri, on a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui nous disent moi je ne vais pas trier parce que l'emballage est associé à un déchet, le déchet est ça, donc moi je ne vais pas aller me trimballer avec mon sac de déchets dans la rue. Donc c'est un frein quand même psychologique au tri actuellement parce que c'est la fierté qui prend le dessus sur le geste citoyen. L'idée, c'est vraiment de montrer que non, au contraire, soyez fiers de trier, de contribuer au développement de votre île, soyez fiers de créer de l'emploi, de participer à la propreté de l'île. L'espace info-énergie, en fait, c'est un réseau de 250 agences qui existe à Métropole, développé par l'ADEME. Ici, à Mayotte, elle est née grâce au débat sur la transition énergétique en 2013. C'est un service public qui consiste à apporter des conseils gratuits sur la notion de la maîtrise de l'énergie. Notre mission, en fait, c'est de les accompagner dans tout ce qui est la notion de moins consommer, en fait. L'idée de ce service, c'était de s'approcher au plus près des particuliers, d'aller village en village pour être un service à proximité, en fait. Les missions de l'espace info-énergie, c'est d'accompagner les particuliers dans leurs projets de construction, de rénovation, mais aussi d'inciter la population à mieux maîtriser leur consommation énergétique. Tout ça se transforme par la sensibilisation et l'accompagnement, et l'information également. Des particuliers ne sont pas forcément initiés à ce que c'est que le développement durable également. En fait, ils ont peur d'investir, soit ils n'ont pas les moyens, soit ils n'arrivent pas à avoir à long terme. Du coup, eux, ils veulent que du concret tout de suite. Et justement, c'est pour ça en fait, qu'il y a des aides qui sont octroyées afin d'inciter la population et de les aider justement à diminuer en fait, le niveau de leur portefeuille. Notre priorité, c'est avant tout changer la mentalité de la population. Mais il faut également en fait, accompagner donc, du plus jeune âge donc, vers les gens qui sont donc, susceptibles d'investir. Nous avons comme mission, en fait, c'est d'accompagner les professionnels, les collectivités et les particuliers pour maîtriser leur consommation et donc baisser leur facturation d'électricité. Nous menons aussi des grands projets MDE. Auprès de la population, nous menons aussi des actions de sensibilisation pour les économies d'énergie et puis pour l'environnement. La première action qui a été mise en place par EDM, c'est le sentier de l'énergie. Donc en fait, c'est un sentier dédié au collège et au lycée, qui retrace un peu l'énergie à Mayotte. Ensuite, il y a eu la création de l'espace info-énergie. On sait qu'en passant par exemple par les jeunes qui sont au collège ou au lycée, en rentrant chez eux, ils vont donc porter cette parole auprès de leurs parents et puis ensuite, de génération en génération, peut-être changer le mode de consommation et puis d'utilisation des différentes énergies. Les difficultés, c'est surtout pouvoir toucher la population parce que tant que c'est pas une chose qui est palpable, c'est un peu difficile à expliquer, notamment les économies d'énergie. On n'a pas encore cette culture-là, mais je pense qu'avec tous les efforts qu'on mène, ça portera ses fruits. À la génération de nos parents, malheureusement, là, c'est un peu compliqué. Je pense que cette génération-là peut nous permettre notamment d'atteindre nos chiffres sur tout ce qui est donc économie d'énergie. Auparavant, il n'y avait pas tous ces systèmes énergivores et puis je pense que la société de consommation n'était pas faite comme maintenant, quoi. Donc maintenant on nous pousse à la consommation et puis il y a plus de déchets, ce qui fait qu'auparavant il y avait pas tout ça, donc on était un peu préservé. Nous avons une mission de sensibilisation au niveau territorial avec les scolaires dans les écoles, lycées, même maternelles aussi, avec des formes variées à chaque fois. Aussi des journées type journée territoriale, type journée de l'énergie comme aujourd'hui. Nous intervenons sur un sujet bien précis. Nos interventions ne sont pas limitées. Alors, nous sommes très polyvalents. Dans tout ce que nous faisons, nous avons aussi une bonne partie de mise en place d'une formation. Nous avons formé
des animateurs BAFA, mais récemment, il y a eu la formation des animateurs professionnels, BPGEPS. Nous avons reçu avec nous 3 stagiaires à la 2DD pour justement nous accompagner dans leur formation. Comme vous voyez, la partie énergie, c'est une partie très peu demandée, en tout cas au niveau territorial. Comme là, aujourd'hui, nous avons ici une expérience par rapport au vent, par rapport à l'eau. Eh bien voilà, on peut avoir de l'énergie. Avec le vent, on peut faire tourner ce petit hélice qui peut fournir de l'énergie. Eh bien, avec l'eau, pareil, on peut faire tourner cette hélice pour faire avoir aussi de l'eau. Dont, par exemple, ici, ben, je n'ai pas suffisamment d'eau, par exemple. Hop, voilà, elle est partie. Ça montre bien la force de l'eau. Hein. Et bien justement, cette force, on peut justement le traduire ici. Peut-être pouvoir se trouver un moyen de tourner ce dynamo pour pouvoir avoir de l'électricité. Voilà un support de communication qui montre aussi certain nombre de conséquences qu'il peut y avoir dans la vie de tous les jours par rapport à la production de l'énergie fossile, par exemple, quand on parle du pétrole, tout ça, tout ça. Ce sont aussi des énergies qui s'épuisent facilement. Mais pourquoi ne pas faire aujourd'hui la promotion de ces énergies renouvelables qui sont là, qui peuvent nous servir et tous les jours et que ça continue et tous les jours. Et bien surtout, encore une fois, quand je parle de Mayotte, avec le soleil qui est au rendez-vous. Et voilà. L'association a pour objectif de faire profiter de l'observation du ciel le maximum de personnes. Nous tournons dans les collèges, écoles et lycées de l'île pour faire des soirées de sensibilisation et d'observation des étoiles. L'astronomie se pratique la nuit. Pour pouvoir observer, il faut s'isoler des lumières et sensibiliser les personnes aux problèmes liés à la protection de la biodiversité nocturne. Toute la population nocturne est attirée par le lampadaire. Il va y avoir tout un tas de bestioles mortes en bas du lampadaire. Toute la chaîne alimentaire qui se nourrissait de ces petites bêtes-là, elle sera mise en péril par l'installation d'un lampadaire. Aucun élu a vraiment pris la mesure de l'impact de l'éclairage sur la biodiversité. On a fait quelques sensibilisations, il n'y a eu aucun retour concret. Les techniciens, toutes les personnes qui s'occupent de l'éclairage ne sont pas du tout sensibles à notre discours et sont a priori sous-formés. Ce qui est assez dommage, ça représente une consommation d'électricité très importante et tout le monde sait qu'à Mayotte, la nuit, l'électricité est entièrement produite à partir d'un gasoil qui est brûlé pour éclairer le ciel. Voilà. L'homme se repose la nuit, sécrète les hormones du repos et ces hormones ne sont pas sécrétées lorsqu'on éclaire. Il y a beaucoup plus de problèmes liés au stress qui sont repérés dans les endroits où il est impossible d'avoir un sommeil réparateur. On doit savoir qu'on est sur une boule, qu'on ne pourra pas s'en échapper et qu'on est condamné à vivre dessus si possible. Autant essayer de vivre dessus dans les meilleures conditions, sans s'entretuer pour une goutte d'eau ou pour un peu de confort. L'objectif, c'est de mesurer plusieurs polluants atmosphériques. Donc il y a tout un cocktail de polluants qui sont mesurés indépendamment les uns des autres, mais qui sont réglementés. Quand on a des mesures de ces polluants atmosphériques, on doit en faire de la communication. C'est le gros objectif de l'association auprès du public et auprès des collectivités et de l'État. Pour l'instant, clairement, on n'a pas de mesures. Ça va se mettre en place à partir de la fin de l'année 2015 et après, on sera en mesure de communiquer sur ces données-là. On a plusieurs problématiques, notamment la congestion automobile. On voit bien aux abords de Mamoudzou ou de plusieurs villes qu'on a beaucoup d'embouteillages aux heures de pointe et même tout au long de la journée. Et on a aussi beaucoup de phénomènes de brûlage de déchets. C'est beaucoup de brûlis. Maintenant, on sait très bien qu'il n'y a vraiment pas que des déchets verts et il y a aussi toutes sortes de déchets qui est un phénomène énormément émetteur de pollution et notamment de particules fines. L'idée, c'est de mesurer par exemple la pollution atmosphérique aux abords des axes de circulation pour qu'on ait des données de la pollution qui vient directement de cette circulation automobile. Donc une fois qu'on aura ces données, on sera en mesure de les communiquer aux pouvoirs locaux et aux élus. Et ça donnera justement des arguments pour, par exemple, la mise en place de transports en commun. Ils sont capables de faire des scénarios sur l'impact de la mise en place de transports en commun sur la pollution atmosphérique à long terme. En règle générale, toute la pollution atmosphérique que l'on va mesurer s'inscrit dans un cadre global qui est de toute façon le changement climatique.
La pollution atmosphérique, c'est une problématique de santé publique. On sait par exemple qu'en France, on a d'estimer 40 000 personnes qui décèdent prématurément dues à cette pollution. C'est pour ça qu'on s'inscrit là encore vraiment dans un cadre global de santé publique au niveau national et même au niveau mondial. Nous formons les futurs agriculteurs de Mayotte. L'enjeu de l'agriculture mahoraise va se développer autour de performances économiques, écologiques et sociales, qui sera le gage de durabilité. Dans l'ensemble des établissements, il y a vraiment une démarche développée sur la préservation de l'environnement à travers divers projets en partenariat avec le Conservatoire botanique. Nous avons un projet sur la valorisation des haies en préférant les essences locales de manière à développer la biodiversité sur les sites. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une réserve de nourriture, d'abris pour des espèces d'oiseaux locales. En parallèle aussi, le suivi des populations d'oiseaux avec notre centre de formation qui a une formation gestion des milieux naturels et de la faune. Toutes les activités qu'on réalise ici sur le lycée vont dans le sens du développement durable, notamment le compostage, l'utilisation de méthodes alternatives à l'utilisation des pesticides. Cet atelier maraîchage, c'est aussi la structuration d'un réseau de fermes de référence dans tout ce qui est réduction des pesticides. On a un rôle fort de transfert, de connaissances, de vulgarisation. On organise à la fois des supports de vulgarisation type fiches techniques, et on organise aussi des journées professionnelles de manière à transférer tout ce qu'on peut faire ici. Et ce réseau-là, il a pour but de diagnostiquer les pratiques existantes qui permettraient à terme de réduire l'utilisation des pesticides sur Mayotte. Sur la thématique santé et environnement, cette année, des classes de cycle 3, donc de CM2 et de 6e, s'engagent dans un défi scientifique et technologique afin de lutter contre la prolifération des moustiques. Deux objectifs à ce défi. D'abord, mener une campagne de prévention, de lutte contre la prolifération des moustiques en produisant donc un support, qu'il soit vidéo, qu'il soit sonore, qu'il soit affiche ou encore brochure de prévention. Et puis un deuxième axe qui est la production d'un objet technologique pour piéger, capturer les moustiques. La promotion de la santé, c'est fournir aux individus les éléments et des informations qui lui permettent d'améliorer sa santé. Donc c'est évoquer les comportements pour que ces comportements puissent être mis en œuvre par ces populations. La santé environnementale comprend tous les aspects de la santé humaine qui sont en lien avec des facteurs de l'environnement, comme des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux ou psychosociaux. L'ARS s'engage sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable par l'installation de bornes fontaines monétiques, et dans ce cadre-là, on accompagne la population par des actions de sensibilisation avec un partenariat IREPS, Croix-Rouge, la mairie, la SMAE, le SIAM également, où on va effectivement organiser des séquences de sensibilisation sur les consignes de promotion de l'hygiène en matière de puisage, de stockage de l'eau et de lavage de mains qui sont faites par l'utilisation d'outils simples comme des images. On va interagir avec le public, on va lui poser des questions et on va vraiment rendre la population actrice de la promotion de sa santé. On peut citer quelques thématiques sur lesquelles l'ARS intervient en matière de prévention et d'éducation, comme la lutte antivectorielle par le biais de la mobilisation sociale pour présenter les bons gestes qui permettent de lutter contre la prolifération des moustiques et donc des arboviroses et du paludisme. Elle intervient aussi dans des établissements scolaires sur ce sujet-là avec des outils spécifiques pour sensibiliser le jeune public. Un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est la promotion du lavage des mains pour enrayer en fait la propagation de certaines maladies qui sont endémiques comme l'hépatite A, la fièvre typhoïde, où on a même connu le choléra ici. C'est important de structurer aujourd'hui les partenaires de l'éducation à l'environnement et au développement durable, de faire en sorte de renforcer les synergies, de partager des référentiels communs, des messages de prévention communs, de développer aussi l'échange des outils et des pratiques. Il y a des choses qu'ils ont faites mais qui peuvent être améliorées et amplifiées justement par la mise en place et une structuration des partenariats. Et donc l'idée de ces assises, c'est d'encourager les projets et d'encourager en fait le passage à l'action pour faire des choses concrètes sur le terrain avec la population et faire en sorte qu'on améliore d'une manière globale la santé publique par ces actions-là.
Let's say,